Bonjour, bienvenue au tout premier podcast de la Société canadienne de la sclérose en plaques. Je m'appelle Marie-Claude Dufour et je travaille à titre de directrice des programmes, services et relations avec les gouvernements. Il me fait très plaisir d'animer ce premier podcast. Il y a quelques semaines, on a lancé sur notre page Facebook un appel à notre communauté pour soumettre leurs questions sur l'activité physique et la sclérose en plaques. Nous en avons reçu plusieurs, dont je vais discuter aujourd'hui avec Marilyn Provost, kinésiologue depuis 2014. Marilyn travaille auprès des personnes qui ont des atteintes soit physiques ou cérébrales. Elle utilise une approche qui est empathique et réaliste. Et en fait, son objectif, c'est que les gens qui ont des limitations puissent intégrer un mode de vie actif. Marilyn et moi nous connaissons depuis plusieurs années. Nous allons donc nous tutoyer. Marilyn, bonjour et bienvenue. Bonjour à vous. Ça va bien? Oui, toi? Oui, ça va super bien. Merci pour l'invitation. Ça me fait plaisir, je suis contente de te voir. J'aimerais mentionner d'entrée de jeu qu'on a reçu plusieurs questions, dont certaines très personnelles. Donc, j'aimerais juste prendre un petit instant pour remercier les gens qui nous ont soumis leurs questions. D'ailleurs, c'est en partant de ces questions-là que Marilyn a pu développer le contenu dont on va discuter aujourd'hui. Donc, je te laisse nous mentionner, Marilyn, de quoi on va traiter aujourd'hui dans le podcast, là, de quoi les gens ont envie d'entendre parler par rapport à l'activité physique. Oui. Bien, pour commencer, en fait, je vais parler de la constance. En fait, ce qui est arrivé, c'est qu'on vient de vivre une période de confinement. Et puis, pour certaines personnes, il y a eu un arrêt d'activité, puis il est fort probable que la routine et le niveau d'activité physique, par exemple, ait changé en cours de route. Oui, il y a plusieurs personnes, d'ailleurs, dans les questions qui nous parlaient, entre autres, de prise de poids, de manque d'énergie, de fatigue. Je me souviens quand on a discuté ensemble, tu me parlais des effets du désentraînement. Est-ce que c'est ça? Oui, exactement. Exactement. C'est que dès qu'on arrête, dans le fond, notre dépense énergétique, il va y avoir des effets du désentraînement. Donc, pour contrer à ça, donc ce qu'on veut aller chercher, c'est de la constance. Et puis, penser à être actif régulièrement a plus d'importance que le niveau d'intensité. C'est-à-dire que dans le cas de la sclérose en plaques, et même pour plusieurs autres conditions de santé, il va y avoir beaucoup plus de bienfaits sur le corps à bouger régulièrement, même à faible intensité, que d'y aller seulement quelques fois à haute intensité. Par exemple, se dire je m'entraîne 2 fois de façon très intense. C'est en partant donc de cette idée-là que nous allons conseiller, dans le fond, la suite pour vous amener à bouger de façon quotidienne plus régulièrement. Ensuite, on va aller aussi démystifier les signes et symptômes de la sclérose en plaques à l'effort. C'est que ça peut être confondant de se dire, OK, je fais de l'activité physique qui va générer de la fatigue, une hausse de température. Bon, ben comment je gère ça dans ma condition physique? Aussi, on va aller identifier des types d'exercices qui sont concrets. On va vous donner des exemples de cas vécus et peut-être que par la suite, vous allez pouvoir identifier ce qui correspond à vos besoins. Excellent. Dans le fond, est-ce qu'on commence avec la gestion des symptômes à l'effort? Je pense que c'est quelque chose qui revient souvent. Les gens nous ont parlé, c'est ça, d'une augmentation de leur température corporelle. Donc, en sclérose en plaques, on le sait, la chaleur, ça peut avoir un impact pour certaines personnes. Donc, ça peut leur amener des symptômes de SP qui réapparaissent un petit peu ou qui augmentent. Donc là, ça les rend un petit peu confus. Donc, c'est un peu ça. Moi, je pense qu'on pourrait commencer avec ça puis voir. Oui, exactement. Parce que avant de conseiller ce qui est bon pour soi, ce que je dis toujours, c'est vraiment d'avoir une bonne connaissance de soi. Puisque le profil des symptômes est individuel à chaque personne, j'ai ressorti ceux qui reviennent le plus souvent. Et puis, qu'est-ce que vous pouvez faire comme trucs et astuces par la suite? Par exemple, pour gérer la fatigue, il va être recommandé d'effectuer des courtes séances d'activité physique. Et puis aussi de penser à la période de récupération. Parce que sachez
que plus que votre effort est intense, plus que la période de récupération doit être longue. Par exemple, j'ai des clients qui font des siestes après l'effort. C'est pas une opportunité à tout le monde, mais c'est juste pour se dire que quand je fais un effort, la période de repos est vraiment excellent au niveau de la récupération, mais ça peut juste être de prendre une dizaine de minutes, faire des respirations, écouter de la musique de détente. C'est vraiment juste l'idée que j'ai fait un effort physique, je prends une période d'arrêt. Aussi, je suis pour la routine parce que tout d'abord, ça enlève un stress. Déjà là, à la base, le stress, c'est quelque chose d'épuisant. Fait que quand on a quelque chose qui est routinier, constant, ça permet d'enlever justement les facteurs de stress. Et ça crée bien sûr une constance. En plus, c'est de ne pas surcharger ses journées. Je parle de routine, mais par exemple, si vous avez une journée qui est plus surchargée parce que vous avez des rencontres ou quoi que ce soit, bien, c'est correct de se dire, OK, je ne ferai pas ce que j'avais prévu au niveau de mon activité physique. Donc, quand je parle de connaissance de soi, c'est un peu cela. Chaque personne a une capacité différente à être capable d'en prendre ou non, par exemple. Dans le fond, les gens nous demandent souvent comment je différencie un petit peu mes symptômes de sclérose en plaques de mes symptômes à l'effort, là. Est-ce qu'il y a des trucs pour ça? Tu as travaillé longtemps avec des gens qui ont l'ASP. Comment on les amène à différencier ça? Ça devient pas automatique, là. Et, je dirais que si je reste avec la fatigue ou peu importe lesquelles, c'est vraiment en l'essayant. Fait qu'à la base, je dis toujours d'y aller progressivement. C'est de vraiment y aller progressivement pour voir la réaction du corps. Et si je parle de fatigue, par exemple, c'est que quand j'effectue l'exercice, c'est qu'à un moment donné, par la pratique, je vais être capable de savoir que c'est une fatigue qui est normale. Mon muscle travaille. Fait que si j'y vais avec un seuil d'intensité, par exemple, de 1 à 10, 10 c'est vraiment un effort qui est maximal, je dis aux gens de tourner autour de 4, 5, tu sais. Je ressens une chaleur, je sens l'effort, mais c'est tolérable. Fait que c'est vraiment avec je dirais, une interprétation subjective d'être à l'écoute de son corps. Je vais toujours revenir avec ça. Mais vous allez voir plus loin, on va vous donner des exemples plus concrets. Mais si vous revenez toujours avec l'idée que mon effort est autour de 4 sur 5, vous allez être dans la bonne voie là, pour poursuivre. Parce que si mettons, vous allez dans des efforts de 7 sur 8, par exemple, mais là, vous venez de comprendre que vous allez être plus fatigué, la période de récupération va être plus longue, ainsi de suite. Fait que c'est pour ça qu'il faut jouer avec vraiment une écoute subjective de ses sensations, par exemple. Quand tu dis c'est pas 4 sur 5, c'est 4-5 sur 10, c'est ça? Oui. C'est versus 7-8. OK, je veux juste être sûre qu'on qu'on rend pas les gens confus. C'est bon. Exactement 4-5 sur 10. Là. Fait on y va justement 4-5 sur 10 quand on parle d'échelle de perception de l'effort. Ça veut dire que c'est un effort qui est modéré. Donc, à l'écoute de soi, je me dis, OK, là, en ce moment, je fais un effort modéré. Ensuite, ça s'enchaîne bien avec le prochain symptôme qui est la chaleur. Parce que justement, quand on fait tout exercice, il y a une augmentation de la chaleur. Donc, si on y va avec un effort qui est modéré, bien, on limite cette augmentation-là de la chaleur. De plus, on va préférer un milieu qui est frais, à l'ombre si c'est à l'extérieur. Ensuite, l'eau, c'est un excellent milieu puisque la chaleur du corps va être tempérée. Et puis, en plus, l'eau n'a pas juste un effet sur la chaleur, mais aussi sur la pesanteur au niveau du corps. Donc, on se sent plus léger. Donc, on a plus de facilité à faire nos mouvements qu'à l'extérieur de l'eau. Et ensuite, le dernier astuce, c'est de mettre des compresses d'eau froide à l'occasion sur les poignets et sur la nuque afin de diminuer la température corporelle.
Wow, ça, c'est des bons trucs. Je pense que là, on est en plus dans la période estivale. Bon, il y a certainement des gens qui nous écoutent qui ont une piscine dans leur cour qu'ils utilisent certainement pour se rafraîchir quand il fait très chaud. Donc, on peut leur dire, ben c'est un bon moyen un bon endroit pour commencer, des petits exercices en piscine dans notre cour ou bon, quand tu parles de milieu frais, on pense à l'air climatisé, par exemple, dans la maison si on l'a, ou bon, on peut chercher des endroits de ce type-là, ou en tout cas attendre des journées où il fait plus frais un peu. Là, quoique cet été, on n'en a pas beaucoup. Excellent. Je pense qu'on est prête pour passer plus à bouger au quotidien, dans la constance dont tu parlais un peu tantôt. Oui, exactement. Bouger davantage au quotidien. Donc, il y a d'autres personnes aussi, dans le fond, qui peuvent leur arrêter ou penser qu'ils ne peuvent pas faire d'exercice, en fait, c'est qu'ils se disent « j'ai pas d'équilibre, fait que je peux pas bouger nécessairement au quotidien ». Mais en fait, je dirais que il faut que vous gardez en tête qu'il n'y a pas un symptôme, qu'il n'y a pas une limitation qui fait que vous ne pouvez pas garder cette pensée-là active. Il y a toujours moyen, dans le fond, de aménager son environnement pour être capable de bouger davantage au quotidien, soit en utilisant des chaises, des barres, faire des exercices avec supervision, par exemple. Il est toujours conseillé de sortir légèrement de sa zone de confort afin d'avoir des adaptations. Oui, c'est travailler sur nos faiblesses, puis je dirais que c'est qu'est-ce qui peut être le plus challengeant quand on a la sclérose en plaques, de travailler sur ses faiblesses qui touchent son physique. Donc, c'est pour ça que je voulais aussi arriver avec l'aspect mental, parce que souvent, ça va être les pires blocages. C'est complètement normal. On a des peurs. On a une méconnaissance de comment notre corps va réagir à l'effort. Donc, à la base, quand on part, je dis qu'il ne faut pas pousser ou se culpabiliser si on a une moins bonne journée. Il est possible d'avoir des fluctuations dans notre entraînement. Parfois, ça va bien, parfois, ça va moins bien. Il faut vraiment regarder l'aspect global de l'entraînement et non s'évaluer au jour le jour. Et quand je dis entraînement, pour moi, tout est entraînement. Entraînement, c'est le fait de bouger son corps. Donc, faut enlever un peu les stéréotypes qu'on a pu voir ou les vidéos qu'on se fait bombarder. S'entraîner, c'est bouger au quotidien, c'est d'amener son corps en mouvement. Donc, c'est vraiment de penser à long terme. Et aussi, c'est souvent lorsque, je vais même ralentir le dire, là, mais c'est souvent quand quelqu'un arrête d'être actif au quotidien qu'il va se rendre compte des bienfaits qu'il avait. Fait que, tu sais, on bouge au quotidien de façon préventive. On pense qu'on a peu d'évolution, mais fais juste arrêter, puis c'est là que tu vas te rendre compte de tous les effets positifs que ça te faisait bouger au quotidien. Ouais, j'ai vraiment aimé ça quand tu as parlé, quand on préparait le balado, quand tu as parlé de redéfinir l'entraînement. Je trouve cette notion-là est super intéressante, même pour monsieur, madame, tout le monde, de se dire, ah, OK, s'entraîner, c'est pas consacrer 1 heure 4 fois semaine à se muscler puis à développer son cardio. Mais c'est ça, tout peut devenir un entraînement ou un exercice pour nous. Fait que ça, j'avais vraiment aimé ça. Quand tu disais aussi au niveau du mental, voir la montagne plus petite pour générer un sentiment de fierté. Oui, ouais. Ça, là, je pense que c'est des images qui parlent beaucoup parce que quand quelqu'un décide de se remettre en forme, la personne peut se dire
OK, c'est ça, se fixe des objectifs qui sont parfois un peu irréalistes. Donc, de se dire, justement, je vais m'entraîner X nombre de fois semaine. Puis bon, donc, c'est sûr que si on, comme tu disais tantôt, on est constant puis on fait des petites fois souvent, on arrive à une grosse fois répartie dans notre journée. Donc, de se dire, OK, je vais commencer petit puis je peux aller en augmentant. Je me laisse cet espace-là pour développer tous mes muscles, puis mon cardio, mon entraînement, mon amplitude, bon, toutes les choses qu'on a à développer. Dans le fond, on a eu quelques questions de gens qui nous disaient, bon, entre autres, une dame que j'ai en tête dans les questions qui me disait, moi, j'ai la sclérose en plaques depuis longtemps, j'ai des jeunes enfants, je travaille comme dans la journée, donc j'ai pas beaucoup d'énergie. Qu'est-ce que je peux faire pour intégrer des petites périodes au quotidien? Je pense que les gens sont peut-être en manque d'inspiration ou savent pas qu'est-ce qui peut être justement un exercice ou un entraînement, même on peut utiliser le mot, là. Qu'est-ce qu'on pourrait dire à ces gens-là? Je suis certaine qu'il y en a d'autres qui vivent ça. Oui, exactement. En fait, c'est un peu ça, hein, la prescription ou la recommandation. Donc, à ce moment-là, on va parler d'identifier c'est quoi les bons exercices qui sont bons pour sa condition physique. Par exemple, si je lisais dans les questions, il y en a que c'est le renforcement, il y en a que c'est la flexibilité, la mobilité, il y en a que c'est l'équilibre, ainsi de suite. Donc, ce que je vais faire, c'est vraiment démystifier les 3 aspects principaux de la condition physique, qui est la flexibilité, le cardio, la musculation, et vous expliquer où est-ce que vous pouvez aller chercher justement cette qualité-là de la condition physique à chercher. Ça reste après ça, il y a comme 2 niveaux. Il y a les types d'exercices puis les recommandations. Donc là, on a beaucoup mis l'emphase sur les recommandations. À la base, si je reformule ou je récapitule, on va parler de gestion des symptômes, on a une meilleure connaissance de soi. Ensuite, de redéfinir l'entraînement, que petit fois souvent égale beaucoup. C'est-à-dire que plusieurs 5 minutes réparties égale beaucoup de 5 minutes. Et ce 5 minutes-là d'activité physique, oui, il y a des exercices spécifiques que je vais donner en exemple par la suite, mais ça inclut aussi toutes les activités quotidiennes. Si j'ai à marcher, si j'ai un rendez-vous qui me demande un effort physique, si je fais le ménage. Donc ça rentre dans le niveau d'activité physique. Donc, si vous sentez plus fatigué une journée, bien, essayez de voir justement si votre dépense d'activité physique était plus élevée au cours des derniers jours. Et puis, ça se peut que ça prenne 24 à 48 heures avant de récupérer. C'est ça, c'est normal. Si vous êtes dans une période fatiguée, si vous avez bougé la veille ou même une journée avant la veille, c'est possible que vous soyez encore fatigué. Fait que ça, normalisez, en fait, comment vous vous sentez. Essayez de vous dire c'est normal au lieu de vous questionner si vous n'en avez pas fait assez. Donc, maintenant, rentrons dans le clou du sujet, les exercices. Par exemple, la flexibilité. Bon, la flexibilité, c'est tous les exercices d'étirement. Donc, ça, c'est vraiment pour aller chercher l'amplitude. Déjà là, à la base, les muscles qui ont tendance à se rigidifier avec le temps, les articulations plus, je dirais, avoir moins de fluidité. Donc, c'est important de toujours aller chercher le maximum d'amplitude de mouvement. Tout d'abord, pour la gestion de la douleur et les raideurs, juste d'être plus confortable justement dans sa mobilité. Ce qui est conseillé, c'est des exercices de yoga. Et puis, dans le fond, on peut avoir des types de yoga qui sont plus musculaires. Mais aussi, il y a des types de yoga qui sont beaucoup plus axés sur la détente, où ça va faire dans la douceur. Ils peuvent être effectués sur chaise, par exemple. Et puis, j'adore aussi le mix yoga-étirement avec des exercices de respiration, de méditation, qui est vraiment excellent là, pour tout l'aspect ressourcement, se recentrer, bon pour le mental. Je pense que quand on parle de yoga, il y a beaucoup de gens qui se disent, qui s'imaginent, tu sais,
quelqu'un sur une jambe, dans la posture de l'arbre, tu sais, très équilibre, très technique. Alors que c'est quelque chose, c'est ça, hein, de très accessible, qu'on peut faire assis, couché, debout. Il y a tellement de différents trucs. Puis, les étirements aussi, je pense que c'est quelque chose, hein, souvent qu'on a tendance à mettre de côté. On va focuser sur l'exercice. Exactement. Alors que les étirements vont permettre, hein, comme tu dis, d'aller chercher de l'amplitude de mouvement, de développer sa flexibilité. Donc, c'est important de mettre l'accent là-dessus, voire même pour certaines personnes de faire que ça, certaines journées. Hein. C'est très bien dit. Ce que j'ai vu souvent dans mon parcours, c'est que les gens vont avoir des douleurs et vont souvent penser que c'est un manque de force. Puis quand tu arrives, c'est pas un manque de force, c'est un manque de flexibilité. Fait que c'est vraiment de voir l'origine de la douleur. Est-ce qu'elle est causée par des tensions? Par exemple, la spasticité, c'est la raideur au niveau musculaire. On va davantage conseiller d'assouplir le muscle, rouler des balles, par exemple, sur les muscles. De détendre, parce que là, justement, c'est que le muscle est hyper contracté. Fait que ça, on va le chercher en renforcement musculaire. C'est comme si on amplifiait la cause qui est déjà présente. Fait que c'est vraiment de regarder le type d'exercice qui est bon pour soi. Donc, je dirais que en général, parce que je veux vraiment avec ce que j'ai vu depuis les débuts, là, je conseille une bonne séance d'étirement, 2 séances par semaine. Soit qu'on y va vraiment avec des séances plus prolongées, parce que je veux dire, le yoga, c'est détendant. C'est moins exigeant que si on se dirait on ferait une grosse séance de cardio. Sinon, des exercices spécifiques à tous les matins. Il y en a qui ont des exercices sélectionnés. Puis eux, leur routine, c'est quand je me lève le matin, je fais ça. Comme je dis, on l'intègre dans sa routine. C'est son petit moment à soi. Je fais des étirements, puis en plus, ils se sentent plus confortables pour le reste de la journée. C'est un 2 pour 1. Oui, un 2 pour 1, exact. C'est quoi les autres types? J'ai entendu parler de cardio. Puis, cardio, en fait, les exercices cardiovasculaires, c'est tout ce qui va toucher le cœur. Donc, aussi l'amélioration du système respiratoire. Aussi, quand je veux parler de l'amélioration du système respiratoire, bien là, j'ajoute quand même les exercices de respiration, par exemple avec la méditation, qui sont moins un cardio-dynamique. Mais c'est juste pour dire, je prends le temps de respirer. Juste au niveau de la santé, on peut vivre beaucoup d'anxiété, de peur, de crainte. Fait que juste de prendre ce temps-là, de se recentrer, de respirer, peut vraiment diminuer ces effets-là. Si on y va au niveau plus mécanique, ben, de travailler le système cardiovasculaire pour renforcer les muscles du tronc, le diaphragme. Donc, par exemple, on peut parler de marche. On se faisait dire justement dans les commentaires, oui, la marche est un excellent exercice. Ça travaille vraiment tout le corps, autant musculaire que cardiovasculaire. Et puis, dans le fond, si on a de la difficulté, par exemple, à l'extérieur, bien, ça peut être en piscine, marcher, faire l'aller-retour. On n'est pas obligé nécessairement de nager. Fait que juste de marcher dans une piscine fait qu'on pèse beaucoup moins. Là. On a plus de la moitié du corps en moins. Donc, ça facilite nos mouvements. Ah, c'est bon, ça. Je pense pas que ça nous vienne en tête d'emblée, hein, de marcher en piscine, mais c'est un bon truc pour certaines personnes. Puis je veux juste peut-être que tu reviennes légèrement sur la méditation. Encore là, je pense qu'on a une conception de la méditation qui est comme un état à atteindre, tu sais, un but précis, alors que c'est vraiment de ramener ce que j'en connais, sa respiration, prendre le temps vraiment de la ralentir, de l'approfondir. Et puis, il y a certaines formes de sclérose en plaques pour lesquelles c'est extrêmement bénéfique, hein, juste ce simple exercice-là. Quand on est en chaise, ça peut venir, si je me trompe pas, ouvrir la cage thoracique, puis tu sais, être vraiment un bon moteur là, pour
voir certaines améliorations là, chez ces gens-là. Est-ce que c'est quelque chose que tu as observé dans le passé parce que tu en as eu là, des cours avec des gens qui étaient en fauteuil, là, puis ça, je me rappelle avoir assisté à certains de tes cours où tu faisais des séances de méditation, puis je me souviens que les gens nous rapportaient comme quoi ça les aidait beaucoup. Le simple fait de respirer en étant guidé, hein, c'est de la méditation guidée, là. Oui, exactement. On parle du terme, comme tu dis, méditation, mais à la base, mettons que je reviens avec le fait que c'est un exercice. Je prends ces 10 minutes-là pour faire mon exercice. De un, c'est un peu calmer le mental, se concentrer, dans le fond, comme tu dis, sur soi. Et puis, en fait, que ton cerveau se promène, c'est complètement normal. Mais c'est la capacité à revenir. Puis plus qu'on revient, plus que justement, on va être plus apte à justement à gérer ces états-là intérieurs. Fait que là, ça, on est plus un petit peu dans le côté méditatif. Si je m'en vais dans le côté biochimique, c'est que quand on prend le temps de ralentir sa respiration, on active vraiment son système parasympathique. Je vais y aller avec des termes plus simples, là, dans le fond. C'est que ce système-là a l'effet de diminuer les fréquences cardiaques. On est complètement sur un autre mode. On n'est pas sur le mode adrénaline, performance, qui est ça, c'est le système autonome. Donc, il va générer le système parasympathique, les hormones dites bonheur. Fait que toi, quand tu fais ça, tu es en train de transformer ton être intérieur avec des hormones bonheur. Donc, tu as l'aspect plus mental, qui est calmer la voix, ainsi de suite, se recentrer, puis tu as l'aspect biochimique. Et puis, il est dit que 5 minutes par jour t'amènent à baisser justement cet effet-là de ton système autonome qui est plus dynamique jusqu'à 4 heures. Fait que, bref, tes effets de la respiration 5 minutes sont positifs jusqu'à 4 heures. Fait que, en même temps, ce qui est le fun, c'est que quand tu pratiques à faire des respirations, quand tu as une meilleure connaissance de soi avec la pratique, la constance, puis quand il arrive un moment stressant, tu es plus apte à te revenir. Là, tu es comme, oh, mon corps s'en va dans un état qui est plus énergique. Je vais respirer. Tu sais, quand on se dit respirer avant de parler, ou je sais pas, là, comme tu comprends c'était quoi ces dictons-là, là. Respire. Mais c'est vrai, respire. Je pense que l'humain a oublié de respirer. C'est incroyable. Ça serait conseillé à absolument tout le monde là, de revenir à ça parce que c'est la base, respirer. Là, c'est de comprendre ses états intérieurs. Il y a vraiment des bénéfices à retirer de ça. Puis le dernier segment, je pense, c'était la musculation, évidemment. Oui, la musculation, je dirais le classique parce que justement, il y a souvent l'emphase qui est mise sur la musculation. En fait, je pense que de façon spontanée, je les ai mis en ordre parce que selon moi, c'est ce que j'ai vu dans mon expérience, flexibilité, cardio, je dirais cardio axé plus justement sur la respiration et la musculation qui est légitime. On va parler de renforcement musculaire, d'augmenter son endurance et sa force. Là, je parle un petit peu plus des avantages aussi, que ça maintient la masse osseuse. Donc, ça, c'est super important. Je l'appelle un petit peu plus le maintien. C'est important de faire sa séance de musculation. Je peux dire, dans le fond, il y a des gens qui vont préférer un petit peu à tous les matins. Il y en a qui vont sauter une journée sur 2, des périodes plus allongées. C'est vraiment d'écouter son rythme, c'est vraiment de travailler tout le corps. Ça veut dire que même si on a un côté plus faible, mais on travaille. On ne fait pas juste travailler notre côté plus fort. C'est important. Aussi, il y en a qui vont préférer se fier à des supports visuels, des vidéos. Donc, il existe du super contenu, je crois. Oui, sur le site de la société, effectivement, puis on pourra mettre le lien là,
peut-être dans les publications ou en tout cas, on va trouver une façon de le faire. Mais oui, effectivement, des exercices de renforcement au niveau musculaire. Tu sais, tantôt, tu parlais d'avoir des supports. J'en ai vu avec le mur comme support. Oui, c'est ça, exact. Une chaise, exact, avec plein de choses. Ça peut être avec le poids du corps, ça peut être assis sur une chaise, ça peut être debout. On peut utiliser des cannes comme charge. Fait que c'est vraiment varié et super intéressant. Là. On avait quelqu'un qui nous demandait, entre autres dans les questions, qui nous disait « J'ai de la difficulté à tenir debout. » Cette personne-là attribue ça au fait d'avoir des abdominaux qui sont faibles. Est-ce que il y a des choses justement dans ces exercices-là de renforcement que les gens vont pouvoir faire? Moi, je me souviens d'avoir assisté à certains de tes cours, encore une fois, on a travaillé longtemps ensemble, où tu faisais faire des exercices d'abdominaux assis. Oui. Et ça m'avait, moi, fascinée à l'époque parce que j'étais plus jeune, évidemment. Mais effectivement, ouais, ce renforcement-là, puis les gens nous rapportaient comment ils trouvaient ça bénéfique pour eux. Oui, exactement. Il est fort possible, dans le fond, de pouvoir aller isoler des muscles selon votre condition. Que vous soyez capable de être debout, assis, on peut vraiment aller travailler ce que vous avez de besoin. Et là, je vais revenir avec ma respiration, mais sachez que même quand vous respirez, vous pouvez contracter vos abdominaux parce que justement, c'est un peu ça, renforcement du tronc. On appelle ça le gainage, en fait. Là. Fait que c'est vraiment, justement, c'est un peu ça aussi. Là, je rentre plus spécifique dans la condition de la sclérose en plaques. Mais on peut rester assis puis se concentrer à aller contracter un muscle spécifique. Ça, c'est des méthodes d'entraînement. On peut fermer les yeux, rester assis sur sa chaise puis dire « OK, je m'en vais serrer les orteils. Je m'en vais serrer les orteils. Je m'en vais serrer les orteils. » Je fais la même chose avec l'autre côté. Je m'en vais serrer les orteils. Parce qu'à la base, la contraction musculaire, c'est un signal qui est envoyé par le cerveau. Donc là, en fait, à tout le monde, vous pouvez faire cet exercice-là finalement. Mais c'est ça, excusez-moi, c'est le cerveau qui envoie un signal à ses muscles pour contracter. Fait que vous pourrez être allongé sur le lit, puis juste d'amener votre concentration à aller contracter le muscle en question, mais vous entretenez ce circuit-là. Et en plus, dans le fond, les bienfaits, c'est que vous créez des nouveaux circuits. Vous avez quand même la capacité de créer justement des nouvelles connexions. Fait que quand on parle de constance, plus que vous vous concentrez ou que vous le faites à essayer de créer ces nouvelles connexions, plus que vous avez des possibilités à maintenir justement ce travail-là. Wow, c'est vraiment, en tout cas, j'espère que ça va aider les gens qui vont écouter le balado. On a aussi, c'est ça. Dans le fond, tantôt, j'avais lancé la question qu'est-ce que les gens peuvent faire pour intégrer des petites périodes, bon, justement, si tu as un mode de vie qui est plus occupé. On discutait tantôt, puis tu me disais, bon, ben, faut trouver l'exercice qui nous convient. Donc, on a donné quelques exemples, mais également les périodes. Hein, donc, si je résumais, ce serait on va faire des essais-erreurs. Hein? Donc, on peut... tantôt, moi, spontanément, je disais, bon, qu'est-ce que les gens peuvent faire pour intégrer plus de périodes dans leur journée? Ils pourraient se stationner plus loin pour, mettons, en allant travailler, pour faire une petite période de marche. Bon, il y a certaines personnes pour qui ça peut fonctionner. Puis, il y en a peut-être d'autres où ça risque de compromettre leur journée s'ils ont plus de difficultés à rester assis. Donc, à ce moment-là, peut-être qu'on peut privilégier une autre façon. Donc, les exercices dont tu parles, de les faire assis. Donc, si je suis pendant ma pause, puis je me lève, je m'en vais à la machine à café, je peux essayer ces contractions-là de muscles ou, bon, donc on peut y aller très simple au départ. Je fais mon ménage. Est-ce que bon, je frotte avec une main, puis après j'essaye avec l'autre parce que je veux travailler mon autre bras, tu sais. Vraiment. On y va simple. De nous faire un petit vidéo actif au ménage. Non. Vous êtes souvent les meilleurs exemples, exactement. On vous donne les conseils. Après ça, vous, avec la connaissance de vous,
c'est un échange, là, c'est vraiment excellent. Puis vous pouvez vous entraider entre vous autres aussi, là. Puis, Marilyn, en terminant, s'il y a une chose que tu aimerais que les gens retiennent, puis là, je te prends de cours, ça, c'était pas scripté. Qu'est-ce que tu aimerais que les gens retiennent du balado qu'on vient d'enregistrer? Qu'est-ce que j'aimerais? OK, à la base, la plupart des gens, vous en faites plus que vous pensez. Ça, c'est ce que j'ai vu souvent. Les gens en fassent plus que vous. Vous en faites plus que vous pensez. Et puis, que l'intégrer au quotidien, c'est vraiment possible. D'être fier, en fait, de tout ce que vous vous engagez, que ce soit, dans le fond, à la haute. Comment je pourrais dire ça? Je vais reformuler. C'est... en fait, ce que vous en faites plus que vous pensez, puis que vous soyez fiers vraiment de toutes les implications que vous engagez à l'intérieur de votre mode de vie. En fait, c'est toujours rester sur une note gagnante le plus possible. Excellent. Hey, merci beaucoup, Marilyn Provost, kinésiologue. Ça a été un plaisir de t'accueillir avec moi. Puis j'espère que les gens vont avoir apprécié notre conversation. Merci. Merci, à bientôt. À bientôt.